Freezing cold in ancient Tuesday. You the cold maze, say one freezing cold in ancient Tuesday. All right. Mais c'est un métier de femme par excellence. D'abord, nous sommes menteuses à tous les points de vue. L'homme ne peut pas mentir sexuellement, c'est impossible. Mais la femme peut mentir jusqu'à 99 ans. Les producteurs sont des hommes, les techniciens sont des hommes, les metteurs en scène sont pour la plupart des hommes. Avec un grand metteur en scène et que c'est vraiment le rôle, je le ferais. Mais sinon, je tiens pas spécialement à me montrer sexy dans mes films, non. D'un homme, on dit pas il est mignon, il est charmant, il est gracieux, il pétille. jamais on dit ça. Toc, toc, pif, paf, boum, hop, on tire la combien là? Ah ben pour moi la première, toi la deuxième. Moi je fais oui Suzy, vous n'êtes jamais contente, alors je fais oh bon, c'est fini, y a rien à dire. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bobines, le podcast qui met un coup de projecteur sur les femmes méconnues du cinéma. Qu'elles soient actrices, réalisatrices, techniciennes, stylistes, critiques et j'en passe, le but de ce podcast est de mettre au premier plan ces femmes que l'histoire du cinéma a oubliées ou mal digérées. Car comme vous le savez, l'histoire est écrite par les vainqueurs et dans ce milieu, les vainqueurs n'ont pas de nichon. Je suis Marcel Ratafia et je suis accompagnée de la plus jeune créatrice de Ciné-Club, Célou Bobin. Bonjour. Bonjour Marcel. Notre bon Julien Guimont est toujours absent, mais nous accueillons pour cette deuxième partie, c'est finalement un peu la même équipe. Cher Claudia Clou, bonjour. Bonjour. On va parler rapidement de votre projet en cours qui va bientôt sortir pour nous éblouir. Et oui, si j'y retourne tout à l'heure. Non, mais j'y retourne. Oui, un Gene Kelly pour Arte, pour les fêtes. Merveilleux. Voilà, pour chanter sous la pluie pendant les fêtes, qui s'appellera Gene Kelly mène la danse pour Arte. Et qui sortira pas loin des fêtes. Normalement, oui, le 23, 22 décembre, enfin voilà, dans cette période-là. Et Antoine Cyr, bonjour. Nous connaissons votre délicieux livre que tout le monde devrait avoir chez soi, quoi qu'il arrive. Et vous avez peut-être un projet qui peut nous intéresser puisqu'il fera suite à... Alors déjà, j'ai un projet qui est de regarder le documentaire de Claudia sur Gene Kelly, parce que je tout le monde devrait regarder que tout aussi. Le monde devrait regarder et qui va m'être particulièrement utile à moi, puisqu'en effet, après avoir fait Hollywood, la cité des femmes, je prépare Hollywood, la cité des hommes. Alors pour l'instant, c'est un titre provisoire. Hein. Je sais pas, ça s'appellera peut-être Hollywood, le donjon des hommes. La cabane. La cabane des hommes, je sais pas. Mais bon, l'idée, c'est en effet, après avoir revisité l'histoire de l'âge d'or d'Hollywood au prisme des femmes, de regarder si du coup il n'y a pas une nouvelle lecture de cette histoire d'Hollywood au prisme des hommes, quel était, et notamment des acteurs, quel était leur rôle dans le système, étaient-ils eux aussi un peu exploités parce qu'ils étaient certes des hommes en position dominante, mais en même temps ils étaient aussi des travailleurs, et donc ça peut être assez intéressant de regarder ça sous cet angle-là, et puis bien entendu comment est-ce que Hollywood a imposé une sorte de standard, de schéma de masculinité, mais est-ce que ces hommes, est-ce que les grands acteurs sont ceux qui se sont inscrits dans ce schéma ou pas? C'est déjà un thème qui est très sous-jacent dans Hollywood, la cité des femmes. Est-ce que les grandes actrices sont celles qui sont rentrées dans les stéréotypes ou pas? Donc là, le suspense est entier. Il est total. Et vous serez sûrement invité dans notre projet que nous évoquions d'ailleurs hors antenne, après les Bobines, les Bobins. Vous serez donc notre référence en matière d'infos sur ces acteurs hollywoodiens. Et donc on commence cette deuxième partie de la Bobine Stanwyck avec un portrait confectionné par Marcel. Sex symbole drôle et sympatoche dans les années 40, tout va changer dès que la guerre se termine. Pas du genre à se démonter, c'est dans le film noir et les westerns que Babs ou Missy ou The Queen va se réinventer. En perruque blonde, elle fait flipper, à dada sur son bidet, elle met le paquet. Allez, quand il y aura plus de films, pas de quoi paniquer, il y aura la télé. Parce que nous l'avions évoqué, nous avions conclu la précédente émission là-dessus, mais en 1944 va arriver un film très important et un changement de couleur de cheveux. Antoine, est-ce que vous voulez nous dire quelques mots sur la genèse peut-être de Double Indemnity, en français Assurance sur la mort?
Alors, Assurance sur la mort, c'est donc effectivement c'est un film fondateur du film noir. Hein. Alors, rappelons ce qu'est le film noir. On est dans la période de la guerre, la période post-guerre. Les Américains savent quand même maintenant que le monde n'est pas un monde de bisounours. Il y a Hitler, il y a eu les camps de concentration. Enfin bon, on sait tout ça maintenant. Et en même temps, le cinéma américain continue d'être régi par ce fameux code de censure dans lequel vous continuez à être parfaitement coiffé, même si vous avez descendu 3 fois les chutes du Niagara dans un tonneau. Et donc, il y a cette espèce il y a de plus en plus de lutte entre cette espèce de monde idéal, de valeurs morales parfaites que Hollywood essaye d'imposer, et puis la réalité telle que les Américains la découvrent. Et donc finalement, vous allez avoir une espèce de pornographie du désespoir qui va se créer avec les films noirs qui vont montrer des gens absolument abominables, avec des instincts les plus bas, mais ça va être toléré par le code de censure parce qu'évidemment, ces gens finissent très mal. À la fin, et donc, alors il y a deux choses. Il y a une chose qui est bien connue, c'est qu'ils finissent très mal et donc la censure l'accepte. Et puis il y a aussi quelque chose, c'est l'époque où Hollywood commence à être très gagné par la psychanalyse. Et donc, il y a aussi l'idée que ces films sont un peu une leçon de psychanalyse et se présentent un peu comme une leçon de choses. Moyennant quoi, du coup, le censeur est beaucoup plus tolérant. Et donc, le prototype de ce film-là, le film absolument moteur dans ce domaine, ça va être donc cette Assurance sur la mort, qui est tirée d'un roman de James M. Cain, qui est l'un des fondateurs de ce genre du film noir. Et là, donc, Billy Wilder, le réalisateur, qui est quelqu'un qui écrit souvent des scénarios ou qui fait des films assez drôles, d'un seul coup a prévu de faire ce film complètement noir, et il propose à Barbara Stanwyck de le faire. Au début, elle a des doutes sur sa capacité à jouer une tueuse aussi méchante, aussi vile. En plus, il y a un côté social aussi. C'est un film, par exemple, on voit que c'est quelqu'un qui a vraiment envie de consommer, d'avoir des biens de société de consommation. Quand elle est sa rencontre avec son complice et amant Fred McMurray se fait dans des espèces de supermarchés qui sont dégoulinants de boîtes de conserve entassées. Donc il y a toute cette idée. Et puis Barbara Stanwyck, je vous interromps un instant, Antoine. Billy Wilder n'est pas totalement un inconnu pour elle. Vous évoquiez Claudia dans la dernière émission Ball of Fire. Oui, il était scénariste du film. Il lui a taillé le rôle sur mesure et j'ai envie de vous dire, ça va plus loin que les cheveux. Parce que cette sorte de cheveux. Non, mais il y a quelque chose de capillaire. Depuis tout à l'heure, je suis sur le capillaire, mais depuis la précédente émission, je suis sur la blondeur de Jean Harlow, la blondeur là de Barbara Stanwyck qui prend un espèce de carré avec une frange. C'est une perruque, j'espère. On dirait un peu le roi d'Agobert. Alors, il y a quelque chose. En fait, ce qui se passe, c'est que les producteurs du film, quand ils voient Barbara Stanwyck arriver avec cette espèce de perruque... Alors attention, pourquoi elle a cette perruque ? C'est parce que c'est justement parce que c'est une perruque qui fait riche, au sens où elle fait riche et vulgaire. C'est-à-dire, c'est un travail, on voit bien que soit pour acheter la perruque, soit pour se faire coiffer comme ça, il a fallu dépenser beaucoup d'argent. Donc, il y a vraiment cette idée sociale. Mais elle arrive avec cette perruque et là les producteurs du film disent non mais attendez là, on avait recruté Barbara Stanwyck et on se retrouve avec George Washington et finalement ça va marcher parce que il y a besoin de cette vulgarité. Il y a un accessoire qui est très important aussi, qui est non pas en haut mais en bas, le bracelet de pied, puisqu'elle a un bracelet de pied. Et donc elle arrive, c'est vulgaire. et c'est sexy. Et donc elle arrive dans sa véranda et on voit arriver sa cheville avec son bracelet de pied. C'est finalement, à l'époque, on est encore sous l'empire du code Hays, c'est une des scènes les plus moites. Exactement. C'est une des scènes les plus moites du cinéma hollywoodien de cette époque-là. Et évidemment, dans le code Hays, il n'y a pas d'article qui interdit les bracelets de pied. Donc le censeur est un petit peu piégé, si je puis dire. Moi, ce que je me souviens surtout de ce film, je me rappelle l'avoir vu ado.
ados. Et je m'en rappelle surtout, il n'y a pas de rédemption, quoi. Parce que le cinéma américain, c'est que ça. Pour les auditeurs, en fait, le cinéma américain, même jusqu'à aujourd'hui, même les super-héros, ils regrettent vachement. À la fin, ils font leur mea culpa et ça finit bien. Là, il n'y a pas de concession, quoi. Billy Wilder, c'est que ça. Il n'y a aucune concession. Je vous dis pas la fin, mais personne n'est récupéré par la morale, par la bienséance et tout ça. Et c'est peut-être le top de Barbara Stanwyck, c'est ça aussi, c'est qu'on fait pas de concession, quoi. Il y a pas de concession sur soi, il y a pas de concession sur l'histoire. Il y a aucun moment où elle va se dire ah mais quand même, en fait, au fond, je suis une bonne fille et finalement je regrette. Vous aurez pas tout ça avec elle, en fait. Donc je pense que Wilder, il le sait. Il l'a déjà expérimenté dans la comédie, dans Ball of Fire. Il a exploité sa naïveté, peut-être le côté bon enfant qu'elle avait encore. Et là, c'est une comédienne plus mûre, aussi plus âgée, qui doit prendre un tournant. Elle le prend et ce sera dans la dureté, quoi, dans le zéro compromis. C'est presque si on regarde les grandes actrices de cette période-là, finalement, Barbara Stanwyck, c'est peut-être celle qui aura réussi le mieux à opérer ce tournant. Parce que toutes ces femmes dont on parlait, qui étaient les stars des films de femmes des années 30, Joan Crawford, Betty Davis et compagnie, l'après-guerre va être une période très compliquée pour toutes ces femmes. Mais Barbara... c'est très juste ça, et c'est intéressant parce que Betty Davis... probablement la compétition entre les plus grandes de l'époque, ça se joue entre Betty Davis d'une certaine manière et Barbara Stanwyck. Et donc Betty Davis, qui est une très grande, Joan Crawford, dont on a déjà parlé dans l'émission précédente, elles vont réussir à surnager en jouant des espèces de vieilles peaux très moches, acariâtres, etc. Tandis que Barbara Stanwyck, elle, va aussi, parce que Hollywood ne manque pas de scénarios misogynes, jouer une femme avec des instincts assez bas, mais ayant toujours énormément d'allure. Elle va rester et d'énergie. Elle va rester jusque même dans ses derniers films de télé. Elle est une femme dont on tombe amoureux, et donc elle est quand même. Elle a une espèce de capacité à rester énergique. Bon, on en parlera aussi dans les westerns. Enfin bon, c'est effectivement quelqu'un qui a une capacité à rester digne et à rester forte qui est complètement différente des actrices qui vont survivre type Davis ou Crawford, mais avec des rôles beaucoup plus ingrats en fait. Moins de dignité, ouais. Et alors, je voulais revenir sur cette histoire de rédemption. Ça me paraît très intéressant parce que moi, je le mets en regard, ce film avec Babyface, où le contexte du personnage dans Babyface est largement présenté. Et donc, ce qui engendre l'empathie. Là, il n'y a pas d'empathie, et ça, c'est quand même aussi... alors, il y a la grande intelligence de Billy Wilder, mais c'est aussi caractéristique du film noir, c'est-à-dire que ce qui s'est passé historiquement, c'est qu'on a eu beaucoup besoin des femmes pendant la guerre, mais qu'on a eu très peur que les femmes prennent le boulot des hommes, et que à la fin de la guerre, il fallait repeupler, il fallait faire des grandes campagnes. Venez en banlieue, vous aurez une maison, vous aurez une machine à laver, vous allez faire des mômes et tout ça. Et ça s'est vu dans le cinéma, c'est-à-dire qu'il y a une telle régression. On ne peut pas ne pas le dire. Les années 30... 40 ont été éblouissantes pour les femmes, c'est-à-dire que les femmes tenaient vraiment le haut du pavé à Hollywood, et on avait du Women's Picture au Whippies, en passant par le thriller, etc. Les femmes étaient très bien servies côté scénario, et en fait, le changement de paradigme, pour moi, c'est 1945. Voilà, on a besoin soit que les femmes méchantes meurent, ce qui n'était pas le cas tellement avant, elles ne mouraient pas à tous les coups, mais là, c'est à tous les coups. Soit ça va être vous êtes vieille, direction les films d'horreur, et en plus peut-être que Betty Davis par exemple a été servie par ce côté théâtreuse qu'elle avait, drama queen, etc. Mais ça lui a ouvert la voie quand même à toutes sortes de films qui n'ont pas été tellement qui sont trop oubliés. Hush, Hush, Sweet Charlotte est un film magnifique avec des très beaux effets spéciaux. Il n'y a pas eu que ça. Non, mais c'est vrai qu'en plus, au début des années 50, les nouveaux on va dire, personnages féminins qui vont apparaître dans les films, les Ava Gardner, les Marilyn Monroe, ce sont quand même des personnages encore plus sexualisés que nos héroïnes du même âge des années 30. Et donc, c'est comment
se faire une place, continuer d'exister face à des femmes, face à qui en fait on ne peut pas rivaliser tellement elles sont marketées par les studios. Oui. Quand on n'est pas habitué à jouer à la bonne maman, par exemple. Si je compare avec Marie Astor, par exemple, elle direct, elle a pris le pli. Voilà. Oui, à la fin des années 30, elle maman, switch totalement. Elle fait que les mamans dans les comédies musicales. Meet Me Saint-Louis, pardon. Voilà, exactement. Well, what do you know? I have special privileges in this hotel, Sam. I own it. Poor little Martha. Her life was so empty. Is that what she told you, Sam? Oh, Sam, it can be so easy. Mais avant de réembrayer sur le western, un cri du cœur, Antoine, pour le film noir. Oui, non, mais parce que Barbara Stanwyck, donc elle joue dans Assurance sur la mort, qui est un film noir absolument essentiel, mais elle va jouer dans d'autres films noirs qui sont des films noirs extraordinaires aussi, dans L'emprise du crime. Oui. Avec Kirk Douglas. Avec un des premiers films avec Kirk Douglas. Donc celui-là, il ne faut pas le rater non plus. Un film plus difficile à voir, mais qui est vraiment formidable, qui est la femme à l'écharpe pailletée. Difficile à trouver. Difficile à trouver aussi. Mais par contre, L'emprise du crime et Assurance sur la mort, c'est des films très faciles à trouver qu'il faut voir absolument. Dans tous ces films, Barbara Stanwyck joue une femme absolument épouvantable. Mais dans la même période, elle joue quand même aussi parfois des femmes que je qualifierais de femmes bien, voire très bien. D'abord dans un film noir très particulier qui s'appelle La plage déserte, qui est vraiment un film à voir, où elle joue en fait une femme qui à un moment se retrouve avec sa famille sur une plage et elle est kidnappée par un type abominable. C'est un très très bon film, donc à ne pas louper. Quel est le titre anglais ? Celui-là on peut le trouver. J'ai oublié. Je suis désolé, là, vous m'aviez piégé de temps. Prenez des notes. Alors 85 films. Voilà, 85 films, mais donc le titre français, c'est La plage déserte. Et puis, il y a un film qui n'est pas exactement un film noir, mais qui est très important à mon avis. Alors là, par contre, je me souviens que du titre anglais, qui s'appelle My Reputation. Oui. C'est un film de Curtis Bernhardt, et où là, elle joue une femme qui voudrait rentrer dans l'ère moderne, qui voudrait refaire sa vie, et qui en est empêchée par ses enfants, par son entourage. Évidemment, on pense au film de Douglas Sirk, à All That Heaven Allows, mais ce film, My Reputation, donne à Barbara Stanwyck un rôle qui est un très très beau rôle. Donc voilà, et puis alors les chevaux, parce que moi aussi je vais quand même embrayer sur les chevaux. Donc les chevaux, donc un film noir qui est en même temps un western. Génial. C'est Les Furies, et qui est un film avec Wendell Corey, avec Walter Houston. Avec Judith Anderson. Et avec Judith Anderson. L'horrible mégère de Rebecca, la Miss d'Anvers de Rebecca, qu'on retrouve dans Les Furies. Et donc Barbara Stanwyck lui envoie des ciseaux dans la figure et la défigure de cette façon-là. Donc c'est un film assez violent. Et si je me souviens bien, c'est dans ce film-là qu'on voit Barbara Stanwyck effectivement monter à cheval. Donc elle part à cheval, et là on a une espèce de plan séquence qui dure au moins 1 minute et demie. On la voit partir jusqu'au bout de l'horizon, et là on se dit mais bazar, c'était vraiment une super cavalière. Je rappelle qu'à l'époque, par exemple, un acteur comme Jack Palance, qui pouvait jouer les gars assez brutaux, ne savait absolument pas monter à cheval, et que quand on voulait le faire monter sur un cheval, il fallait le filmer à rebours. En fait, on le faisait descendre de cheval, et c'est l'image où il remontait. Donc d'un côté, il y a dans les westerns des hommes qui savent absolument pas monter à cheval, et on a Barbara Stanwyck qui sait parfaitement bien monter à cheval, mais elle fait même plus que ça. Elle fait des cascades dans Jean-Paul Belmondo. Dans L'Orchidée Blanche. Elle est terrorisée à un moment par Richard Comte qui arrive avec sa voiture de course. Elle est sur un cheval, et elle va jouer elle-même la scène du cheval qui se cabre, alors qu'on a embauché une cascadeuse. Même chose dans 40 tueurs de Samuel Fuller, où elle va se faire traîner par un cheval, par le pied. Et en plus, Samuel Fuller raconte dans ses mémoires qu'elle va refaire plusieurs fois la scène. Elle dit qu'elle avait quelques bleus, mais elle ne s'est pas plainte. Enfin bon, voilà, Barbara Stanwyck
on n'a pas beaucoup parlé de William Wellman, mais elle a tourné dans sa jeunesse 5 films avec William Wellman. Oui, et c'est vrai, il faut en parler. Et William Wellman, c'était un cinéaste macho, mais en fait, c'était un cinéaste macho qui reconnaissait que les hommes les plus courageux sont des femmes. Et social, et d'ailleurs, c'est lui qui a réalisé Convoi de femmes avec Robert Taylor, mais aussi un très très beau film sur les femmes. Sur les femmes, voilà, qui est un film où les femmes sont très courageuses et où les hommes sont tous des couards épouvantables. Et donc, Barbara Stanwyck, on voit, c'est vraiment une femme qui avait une poigne, quoi. Et dans la façon dont elle joue dans ses westerns, elle est ça. Et donc, comme en même temps, elle joue des films où elle est une mère, où elle a de la douceur, où elle est une amante, et où elle a cette poigne, le western permet de se rendre compte à quel point c'était une actrice complète, c'était une actrice, c'est Bertrand Tavernier, à un moment, je crois que c'est dans le bonus de l'Orchidée Blanche, Bertrand Tavernier, avec sa voix, quand il était totalement passionné par quelque chose, il dit Barbara Stanwyck, c'est vraiment l'actrice qu'on n'a jamais vue être mauvaise. Et je crois que c'est ça. Et dans les westerns, elle le montre particulièrement, parce que c'est pas facile le western pour une femme. C'est des rôles dans lesquels souvent on peut les ranger dans des positions. C'est quand même des scénarios assez machos, etc. En comparaison avec effectivement Betty Davis et Joan Crawford qu'on citait pour le tournant qu'elles n'ont pas réussi à prendre, je conseille par ailleurs, j'en ai peut-être déjà parlé, la très belle série Feud, Betty and Joan, où c'est Susan Sarandon et Jessica Lange qui les interprètent et qui retracent justement cette période post-1945 où c'est la difficulté de trouver des rôles, la difficulté de se réinventer, une vieillesse qu'elle n'accepte pas forcément. Alors de passer à la série A à la série B. De la série A à la série B. Et on parlait des cheveux tout à l'heure, Claudia. Barbara Stanwyck, qui ne voulait déjà pas se faire changer le visage, ne va pas se teindre les cheveux pour ses rôles futurs, ce qui est une grosse prise de position à la fin de l'âge d'or d'Hollywood, tout de même. C'est une grosse prise de position, surtout que à Hollywood, aujourd'hui comme hier, votre carrière, elle s'arrête à 30 ans, quoi. À 30 ans, si vous n'avez pas percé, si vous n'êtes pas star, c'est terminé. Alors maintenant, effectivement, avec l'âge venant, on vieillit plus doucement, etc. Je vous ressortirai les 40 ans, c'est les nouveaux 30 ans et tout ça. Bon, bref. Mais à l'époque, à Hollywood, à 30 ans, c'est terminé. Donc, je pense à des actrices justement post-années 40, là, les June Allison, les Elizabeth Taylor, on est jeune fille, après on est maman, et puis après, c'est terminé. Hein. Je voyais Antoine qui faisait des grands gestes. Non, je faisais des petits gestes, mais pour modérer un tout petit peu ce constat qui est globalement exact et qui est facilité quand même par le fait que Barbara Stanwyck, c'est fondamentalement une actrice du noir et blanc. Hein, puisque même les deux films avec Douglas Sirk qu'elle fait, Douglas Sirk étant un maître de la couleur, mais là avec Sirk, c'est des films en noir et blanc. Donc, c'est le noir et blanc sur ce plan-là il est plus facile à gérer. Et Barbara Stanwyck, qui fait 6 films en couleur dans toute sa carrière, elle en fait quand même 2 qui sont des films avec Alan Dwan, qui sont, si je me souviens bien, la Reine de la Prairie. En français, la Reine de la Prairie. Et puis, Escape to Burma. Justement. Alors moi, je me souvenais du titre français qui est les Rubis du Prince birman. Oui, exactement. Voilà. Bon, qui est un film extraordinaire qui est censé se passer en Birmanie et où en fait on voit là le studio hollywoodien avec 3 plantes qui ont été achetées chez le pépiniériste du coin, mais où là elle s'est de mémoire fait vraiment teindre les cheveux quand même. Elle est notamment dans La Reine de la Prairie, où à un moment quand même du haut de ses 50 ans, elle est en train de se baigner dans une rivière, et là il y a un cavalier, lui aussi pas de première fraîcheur, qui arrive et qui est absolument ébloui, et ce cavalier c'est Ronald Reagan, effectivement, qui était un de ses meilleurs copains. Mais voilà, qui était. Il y a beaucoup de récits dans les mémoires d'Hollywood où on voit Ronald Reagan apparaître comme un assez bon gars, hein, quand même. Oui, certainement pas un mauvais cheval. Je lui pardonne presque plus qu'à John Wayne. Oui. Et puis par ailleurs, Ronald Reagan, c'est quand même pas Donald Trump. Hein, c'est pas. Je veux dire, quand on lit des discours de Ronald Reagan à côté de ceux de Donald Trump d'aujourd'hui, on a l'impression que Ronald Reagan est quasiment un communiste. Ronald revient. The screen rocks from the impact of 40 Guns. Samuel Fuller's CinemaScope story of the lusty days when Arizona was a territory, and Jessica Drummond was its queen.
starring Barbara Stanwyck as the high-riding woman with a whip who lashed every man down before her until one man kissed her with a bullet. Et donc, j'arrive sur Barbara, le chien de prairie. Parce que Barbara Stanwyck, elle a ce talent, en plus de savoir chanter, danser et repeindre le plafond. Elle sait aussi monter à cheval. Alors, évidemment, dans son enfance, vous imaginez bien qu'en famille d'accueil, c'est pas là où elle a appris à faire du poney, à faire du rodéo. Mais elle a pris ce pli dans les films et puis, en fait, elle est devenue une cavalière émérite, ce qui a facilité, contrairement à d'autres femmes qui sont allées vers le cinéma d'horreur, son entrée dans le western, où elle a eu une certaine autorité. Elle partage sa passion des chevaux et de l'équitation avec un certain Robert Taylor, qui sera son mari pendant X années, je crois, 25 10 ans. Longtemps. Ah ouais. Mais en fait, c'est un mariage... alors, Lavender. Ouais, voilà, on se demande. C'est un mariage arrangé par son agent, Zeppo Marx, parce que Barbara aime les grands espaces, les chevaux, mais ne sort pas beaucoup. Et comme on l'a dit, elle n'est pas sous contrat avec un studio qui vous oblige à sortir et à vous habiller et à avoir des fiancés sous contrat aussi avec le studio. Son agent lui dit, écoute, c'est pas possible, t'es toute seule. Je connais un jeune homme très bien qui est sous contrat, lui, à la MGM. Et qui est en train de percer, il s'appelle Robert Taylor. Et donc, il arrange cette rencontre et c'est le coup de foudre. Alors, on ne sait pas si coup de foudre amical, coup de foudre, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, ils vivent tous les deux. Et puis, un jour, à la MGM, on leur dit, non, mais là, c'est pas possible, faut se marier. Et donc, ils se marient, aussi bête que ça va. Alors, est-ce que c'est ce qu'on appelle un lavender marriage, c'est-à-dire un mariage de lavande et de convenance, etc., ou pas, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que ce sont les meilleures années, enfin c'est comme ça qu'elle le raconte, ce sont les meilleures années de sa vie, où elle joue d'autant plus les femmes dures, les femmes de western, etc. Et elle sert de Pygmalion à son jeune mari, qui est très beau et qui joue effectivement avec les Ava Gardner, les Saïd Charis, et accessoirement, elle a aussi adopté un orphelin avec Frank Fay, mais dont ça ne s'est pas très bien occupé, parce que je pense que c'était compliqué pour elle, les parents, la maternité, tout ça. Mais avec Robert Taylor, disons qu'elle avait surtout dans les années 40, cette image de fille saine, fraîche. Il y a beaucoup de photos où on la voit en tenue d'équitation. Cowgirl, quoi, vraiment. Et que lui c'était un bon petit mec du Midwest. Politiquement pas très sympathique parce que c'est lui c'est un des rares qui a vraiment témoigné, au moment de la chasse aux sorcières à Hollywood. Et Barbara adhère à la Ligue anticommuniste. C'est-à-dire c'est pas une gauchiste. C'est le côté sombre de la chose aussi. Alors pour revenir à 40 Guns, parce que c'est quand même un film emblématique où il y a 40 tueurs qui sont à la botte et au fouet de cette grande dame. Donc Samuel Fuller, Cecil B. DeMille, Fritz Lang, Frank Capra, Billy Wilder, la liste est longue, des grands réalisateurs, William Wellman, qui ont voulu tourner avec Barbara Stanwyck. Je vais parler aussi des coulisses des films, c'est-à-dire qu'elle était plus qu'appréciée par les équipes techniques, qui l'avait surnommée The Queen. Alors, c'était vraiment la première à mettre la main au portefeuille quand il y avait une naissance, etc. Très exigeante et à la fois très sympa. Je veux dire, très aimée par tout ce milieu qui lui rendait bien. De toute façon, son boulot, c'était sa vie. Et en fait, peut-être qu'un écueil qu'elle va rencontrer, c'est-à-dire cette rencontre avec une nouvelle génération formée à l'Actors Studio, là où elle est formée, et elle aime à le dire, à l'école de la rue. Est-ce que tu veux en dire deux mots, Claudia ? Oui, parce que on arrive à on est situé à la fin de l'âge d'or d'Hollywood, l'émergence d'une nouvelle génération de réalisateurs, de façon de faire aussi. Et Barbara, elle est old school, quoi. En gros, elle sait où est l'éclairage, elle sait où on place la caméra, et elle est instinctive, et elle va se mesurer à une nouvelle génération, une nouvelle façon de faire. Alors, certes, elle est toujours pas sous contrat avec un studio, donc ça, elle a été une des premières, et elle a ouvert une voie, parce que les acteurs, la génération d'acteurs qui arrivent
va être dans un premier temps dans un studio, mais le système va s'effondrer, donc il n'y aura plus de studio. En ça, elle est novatrice. Mais surtout, cette nouvelle génération d'acteurs vient du théâtre, vient de l'acteur studio, a des méthodes assez nouvelles. Et il y a ça d'une part. Et la deuxième partie, c'est l'émergence de la télévision, du nouveau média, et l'effondrement des studios. Les 5 studios qui tenaient Hollywood, donc je ne sais pas, je peux vous les refaire, hein. MGM, Warner, Paramount, RKO, et j'oublie la Columbia, s'effondrent parce qu'il y a la loi antitrust qui arrive, c'est-à-dire que les studios possédaient non seulement les moyens de production, mais les moyens de distribution, les salles aussi. Et une loi antitrust et l'émergence de la télévision fait que le système s'effondre, ils n'ont plus les salles, et donc la production doit, j'ai envie de vous dire, produire des films sur un système beaucoup plus concurrentiel, puisqu'ils n'ont plus les salles. Il y a un truc auquel on ne pense pas forcément en France, c'est que nous, par rapport aux États-Unis, au niveau de la télévision, on a 10 ans de retard. Aux États-Unis, la télévision, il y a déjà des émissions extrêmement suivies au tout début des années 50. Il y a le George Burns et Gracie Allen Show, il y a évidemment Lucille Ball, Jack Benny, Bob Hope, il y a déjà des sitcoms. D'ailleurs, en France, on va essayer en 57, la Bravo Deltlor, je vais y arriver, et Pierre-Louis essayent d'importer le modèle I Love Lucy en France, mais ça marche pas du tout. Et du coup, les Américains, quand nous, on commence à faire des choses à la télé au début des années 60, les Américains, ils ont inventé ça il y a 10 ans. Et donc, la crise des studios, enfin, en tout cas du cinéma américain, arrive beaucoup plus tôt que celle du cinéma français. Et il y a beaucoup d'acteurs qui vont se recycler, qui vont apparaître dans ces séries. Il y a même un truc qui va se mettre en place qui s'appelle le 4-Star Playhouse, où c'est David Niven, Ida Lupino, Charles Boyer et Dick Powell qui s'associent pour fonder une petite société de production de téléfilms. Et ça, on est en 1952. C'est impensable en France. Ouais. Et Barbara Stanwyck, elle, va sauter le pas aussi. Oui, elle va être une des premières à jouer à la télé. Alors, là où le marché aussi s'est ouvert, c'est-à-dire que vous allez avoir justement Betty Davis, on en revient souvent à Betty Davis, Joan Crawford et toutes ces actrices contemporaines de Barbara Stanwyck vont aller jouer en Italie, en Europe. Barbara, elle va rester, elle n'aime pas voyager. Elle est américaine. Elle est américaine, elle reste. Et c'est aussi pour ça qu'on la connaît moins, faut dire aussi ce qui est. Elle va beaucoup moins s'exporter. Et donc, elle va jouer local. Oui, elle est américaine, je pense que c'est très très juste. En fait, quand on regarde les débuts, les premières décennies d'Hollywood, l'héritage européen est extrêmement important. Beaucoup de réalisateurs sont des Allemands, des réfugiés allemands. Beaucoup d'actrices sont d'origine anglaise, comme Olivia de Havilland, Elizabeth Taylor, etc. Ou enfin Elizabeth Taylor, où elle est américano-anglaise, mais Vivien Leigh. Enfin bon, il y a énormément d'actrices aussi qui sont pas du tout anglaises, comme on citait tout à l'heure Joan Crawford, John Blondell. Bon, mais une Joan Crawford, par exemple, quand elle veut avoir l'air un peu chic, elle prend l'air anglais tout de suite. Oui. Enfin, il y a ce côté, il y a cette révérence à l'Europe qui est extrêmement forte. Et en fait, Barbara Stanwyck est l'une des premières actrices qui n'a presque rien d'européen dans son jeu, dans sa personnalité. Elle est créatrice, elle est une des actrices qui crée ce qu'on appelle l'accent mid-atlantique, c'est-à-dire un accent qui n'est pas un accent anglais, mais qui est un accent qui est tolérable pour jouer une personne de bonne éducation des deux côtés de l'Atlantique. Et donc, elle va être vraiment l'actrice, la première actrice complètement américaine dans son histoire. Elle est dans Babyface, elle est de Pittsburgh, elle est une actrice de western. Enfin bon, elle est complètement américaine et en ce sens, elle est un prélude à Marilyn Monroe, non pas parce qu'elle est un symbole
un sexe symbole, ni quelqu'un qui peut se comparer à Marilyn Monroe, mais parce que Marilyn Monroe, c'est aussi quelqu'un qui est complètement américaine et pas du tout européenne. Et d'ailleurs, il y a quand même un passage de témoin entre Stanwyck et Monroe dans ce film de Fritz Lang qui s'appelle Le démon s'éveille la nuit. Alors là, je crois que Clash by Night. C'est Clash by Night, voilà, de Fritz Lang, et où à un moment, je crois que je crois que c'est. Il y a une scène où elle est en linge. Exactement, et où elle passe le témoin. Je sais plus si c'est Paul Douglas qui est dans le film. Et Robert Ryan. Ils sont très méprisants avec. Avec Marilyn et en gros Barbara Stanwyck leur dit dans le film, c'est dans le scénario, leur dit non mais c'est la nouvelle façon d'être aujourd'hui, et il y a ce passage de témoin. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Claudia, sur justement le passage de témoin. On a brièvement évoqué le fait qu'elle avait pris William Holden sous son aile à la fin des années 30, et ça va aussi être le cas avec Marilyn, qui fait partie de la nouvelle génération et qui, comme chacun sait, est très compliqué à avoir sur un plateau. Oui, qui arrive à la bourre, qui connaît pas son texte, et tout, le genre de truc qu'elle peut pas supporter. Et elle, qui est une énorme professionnelle, qui justement, il y a certains de ses collaborateurs qui disaient, mais au final, tout ce qui était vêtements, coiffure, elle s'en foutait. Heureusement qu'on avait 2-3 consultants sur le plateau. Elle était dans le texte, elle connaissait les répliques des autres, les placements des caméras, et là, elle se retrouve face à une jeune comédienne qui est tout son opposé. Et pourtant, elle va la soutenir sur le film. Et être très sympa. Et Marilyn, d'ailleurs, qui a une vie assez difficile et qui n'a pas connu beaucoup de sympathie. Et elle s'est rappelée de ça en disant Barbara Stanwyck était une des rares à me donner des conseils, à être sympa et supporter. Petit détail d'ailleurs sur Barbara Stanwyck. En fait, c'est quelqu'un qui, à un moment, a quand même eu un partenariat pour ce qui est des vêtements qui a été assez structurant, puisqu'il y avait Edith Head. Ouais, mais alors Ori Kelly dans sa première partie. Ori Kelly dans sa première partie, mais à un moment, elle rencontre Edith Head, qui était la costumière de la Paramount, et en fait, elle va signer un contrat personnel avec Edith Head, qui va l'habiller, y compris dans les films qu'elle ne fait pas avec la Paramount, et qui va aussi l'habiller dans sa vie personnelle. C'est-à-dire que dans sa vie personnelle, et là, c'est vrai, et ça correspond aussi à la période où elle est avec Robert Taylor, etc., où elle commence à sortir, où elle sort un peu plus, où elle est un peu glamour, et donc elle a vraiment, elle est avant Audrey Hepburn avec Givenchy, elle va avoir une espèce de partenariat privé qui dépasse un peu les studios, puisque on avait vu plein d'actrices qui étaient habillées par l'habilleur du studio, notamment à la grande époque de la MGM. Mais là, Stanwyck va faire un truc un peu précurseur, qui est d'avoir un accord un peu personnel avec une habilleuse. Et je tiens à dire, parce que je suis spécialiste de l'histoire du costume, dans Remember's Night, autre bonne raison de regarder ce film, les costumes. Je vous assure que si vous voyez Barbara Stanwyck en robe de chambre en velours côtelé, c'est mon rêve. Vous rêvez de cette robe de chambre en velours côtelé, absolument, et designée par Edith Head. Pour terminer, qu'est-ce qui reste de Barbara Stanwyck ? Alors, Kenneth Anger, dans son Hollywood Babylone, a parlé de Barbara Stanwyck, et ça peut être étonnant, comme la lesbienne la mieux cachée du placard. Peut-être. On ne sait pas. En tout cas, dans la communauté LGBT, elle est pas connue comme Judy Garland ou comme d'autres femmes Mae West mais effectivement elle représente une certaine féminité très libre, très indépendante et plutôt pas tellement hétéro. Oui, enfin, je pense que c'est un cliché en soi, hein, mais de dire oui, on est libre, on est indépendante et on a besoin de personne, donc c'est peut-être un symbole, ouais. Non, mais je crois qu'elle sortait surtout avec Hélène Ferguson, qui était aussi, sa secrétaire, et c'est certainement mais pour ça. C'est vrai. Après, les archétypes de personnages qu'elle a joués, c'est des symboles de femmes plutôt libres et souvent victimes, mais pas victimisées. Je pense que déjà ça c'est une avancée que peu d'actrices ont pu avoir dans le système, parce qu'elle ne s'inscrit pas contre le système, Barbara Stanwyck. C'est ça qui est très fort. C'est d'ailleurs pour ça quand Kenneth Anger dit qu'elle est une lesbienne cachée, c'est parce qu'il y a beaucoup d'autres actrices qui, dans leur rôle,
ou dans leur façon de les interpréter donnent des sous-textes, que ce soit Greta Talou la Garbo, Banquette, Talou la C'est même Banquette pas encore déguisé. plus, mais c'est pas déguisé, mais même si on prend Greta Garbo, Marlène Dietrich, Katharine Hepburn, enfin bon, il y a plein de rôles dans lesquels on a des femmes qui s'embrassent, où on a un certain nombre de choses qui sont des petits cailloux qui sont faits d'une certaine manière pour un peu dégommer le jeu d'une identité sexuelle aussi très définie. Barbara Stanwyck ne joue jamais aucun film qui joue sur cette ambiguïté. Elle est toujours une femme. Elle est toujours une femme et toujours une femme qui joue. On disait tout à l'heure, elle n'est pas contre le système. Et c'est toujours une femme qui joue le jeu de la place dans laquelle la société met la femme. Elle n'a pas un côté, même dans les films vraiment à poigne des années 50, elle n'a pas un côté de castratrice. Quand on voit 40 Guns, moi, la scène qui m'a vraiment marquée, c'est cette scène donc, où elle est à la tête d'une bande de 40 voleurs, elle est à table, elle trône au bout de la table, mais c'est du respect, en fait. Tout à c'est fait. pas un truc de « elle vampirise pas les mecs », c'est juste du respect. Quand elle dit « allez fumer une clope », les 40 bonhommes, ils se lèvent, et c'est pas parce qu'ils vont fumer leur clope, mais c'est pas parce qu'ils flippent, c'est parce qu'ils la respectent. Et ça, je trouve que c'est un véritable tour de force, et ça m'a vraiment réconcilié avec le western. Ah, d'accord. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que c'est vrai que, par exemple, Ryan Murphy, qui a tourné Feud, dont tu parlais tout à l'heure, qui est le spécialiste des vieilles actrices maintenant, et on a envie qu'il fasse quelque chose sur Barbara Stanwyck. Moi, j'ai l'impression que malheureusement, cette actrice est quand même très très oubliée, parce que ses films sont difficiles à voir, et parce que peut-être elle n'a pas eu son Autant en emporte le vent, ou c'est vrai que les films en costume, ça n'a pas marché pour elle. Il y avait The Great Man's Lady et Titanic qui n'ont pas été des énormes cartons, et je pense que malheureusement, elle n'a pas eu comme Joan Crawford avec Mildred Pierce ou comme Bette Davis avec un paquet de films, sont dus. Non, mais c'est vrai, mais enfin, elle a quand même, il y a quand même beaucoup de films qui sont des films formidables qu'on peut quand même trouver. Ah oui. Non, ce que je veux dire, c'est que au niveau du grand public. Non, mais après, il faut que le grand public revoie Assurance sur la mort. Encore une fois, c'est pour ça que je parlais. C'est quand même être le film qu'on garde. Je parlais de L'homme de la rue aussi, parce que c'est quand même un film, un Capra très important. The Lady Eve, qui a été. On a changé d'avis. Tous ces films ont été quand même réhabilités ces dernières années. Mais c'est vrai que Barbara Stanwyck mériterait d'être beaucoup plus réhabilitée et mise en avant. Allez voir les films de Barbara. Alors, pour finir, j'ai un petit quiz, parce que malheureusement, normalement, c'est Julien Guimond qui fait l'animation, mais là, ce sera moi. J'ai essayé de vous piéger. Alors... Moi, je participe pas parce que je crois que j'ai les réponses dans le conducteur. Alors que moi, je suis très mauvais sur les quiz. J'ai pas du tout. C'est une question pour être. Alors, c'est Claudia qui va gagner. Mais faut être combatif, attention. Ouais. Alors, à quel âge a-t-elle commencé à fumer ? 7 ans, 8 ans ou 9 ans ? 9 ans. 8 ans. C'est tôt quand même. Mince. Moi, non, c'est 9 ans, pardon. C'est un point. Moi, voyez, le temps que ça monte à mon cerveau, Claudia a déjà répondu. Je sais pas, je me dis le moins pire. 9 ans. Je te lance une petite perche. Quel acteur célèbre pour avoir joué dans Un Américain à Paris était son grand copain ? Est-ce que c'est Georges Guettari ? Est-ce que c'est Gene Kelly ? Oscar Levant. Mais voilà, c'est Oscar Levant. Mais j'en sors d'un Américain. Qui est le Mar dans le nom de son ranch Marwick ? Est-ce que c'est Eddie Lamar ? Est-ce que c'est Marion Morrison, le vrai nom de John Wayne ? Ou est-ce que c'est un Marx Brothers ? C'est Marx Brothers. Oui, c'est Zeppo Marx, effectivement. C'était son agent. Grand copain. Quel rôle proposé par Mankiewicz a-t-elle refusé ? Est-ce que c'est La Comtesse aux pieds nus ? Est-ce que c'est Le fantôme de Madame Mur ? Est-ce que c'est All About Eve ? All About Eve, c'est vrai. Oui. Quelle catastrophe. Oui, c'est pas une femme de tête, elle s'est dit j'y arriverai pas. Non mais alors, je pense que Betty Davis c'est quand même son très grand rôle et on est content. C'est le film qui a sauvé la deuxième partie de carrière de Betty Davis d'ailleurs. Mais on peut se prêter à rêver de ce qu'elle aurait donné dans ce rôle. Elle aurait été certainement exceptionnelle sur un registre un peu différent. À quelle actrice a-t-on avant elle proposé le rôle de la grand-mère d'Elvis dans Roustabout ? Est-ce que c'est Joan Blondell ? Est-ce que c'est Mae West ? Est-ce que c'est Lucille Ball ? Moi j'en ai deux, mais... Moi je dirais Mae West. Ouais, c'est Mae West. Mae West et Betty Davis qui elle aussi l'a refusé. Ah bon ? Ouais. Ah pardon. Ça aurait été drôle avec Mae West. Mais je crois qu'ils avaient un peu fait la tournée de toutes les vieilles actrices. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que Mae West aurait été un super choix, mais bon peu importe. Quel réalisateur aurait adoré tourner avec Barbara ?
Stanwyck, est-ce que c'est Martin Scorsese, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola ou Woody Allen? Les trois, non? Ouais. Alors Woody Allen. Celui qui en a parlé très fort, c'est Scorsese quand même. Scorsese. Alors il y a quand même une petite. J'ai oublié le film de Woody Allen, mais il y a un film de Woody Allen où à un moment un cinéma joue The Redhead Woman. La femme aux cheveux rouges, le film de Robert Floret, où on voit Barbara Stanwyck avec des chevaux, justement, c'est un des premiers films où elle est avec des chevaux. Et donc, dans ce film de Woody Allen qui se passe dans les années 30, donc je ne sais plus lequel, on voit à un moment ce film de Stanwyck. Je me demande même si dans un des Woody Allen, on ne verrait pas un petit bout d'assurance sur la mort aussi. Oui, je pense. Ça me rappelle quelque chose. Ah, ça c'est peut-être dans Radio Days. Ouais, film absolument merveilleux, Radio Days, si vous ne l'avez pas vu par ailleurs. Quel est le lien entre Simone de Beauvoir, Lou Reed et Barbara Stanwyck? Nelson Algren. Absolument. Qui a écrit le livre et reprend le poil de la bête. La remontada d'Antoine, c'est Walk on the Wild Side, qui est une chanson de Lou Reed et qui est tirée d'un livre de Nelson Algren, qui était l'amant de Simone de Beauvoir et qui a été... Alors le titre français, c'est La rue chaude. Alors ne vous fiez pas à ce titre, il y a un magnifique générique de Saul Bass qui est très très beau dans ce film. Le film est un peu plus, disons, il y a Jane Fonda, la pauvre, est quand même pas... on l'a vu mieux mise en valeur. Mais Barbara Stanwyck joue une mère maquerelle de la New Orleans assez dure en affaires. Et alors, on n'a pas parlé d'ailleurs des films où elle joue, elle est dans le milieu des affaires. Il y a notamment vrai, la The tour. Lady Gamble. Oui, ça c'est un film très très sombre, très noir, très noir. Mais il y a aussi la tour des ambitieux et East Side, West Side. East Side, West Side, où elle s'est fait voler Robert Taylor par Ava Gardner. Par Ava Gardner, voilà. Ouais. Et alors, ma dernière question, quel film a-t-elle tourné à son insu? Est-ce que c'est Be Kind Rewind? Est-ce que c'est Le Grand Détournement? Est-ce que c'est Les cadavres ne portent pas de costard? Je dirais que c'est Les cadavres qui ne portent pas de costard. Oui, alors quel film? J'ai besoin du film. Sur la mort. Eh ben non, c'est désolé, raccroché. Sorry, Wrong Number, dont on n'a pas parlé. On va être obligé de faire une troisième émission. Ah oui, donc Sorry, Wrong Number. Donc Sorry, Wrong Number, c'est un film où elle joue avec Burt Lancaster. Donc là, c'est extraordinaire parce qu'on a quand même une Barbara Stanwyck qui est quand même déjà une vieille routière d'Hollywood, qui joue l'épouse d'un gars qui est vraiment le genou frétillant, qui est d'ailleurs très bon dans le film, qui est Burt Lancaster. Et donc, elle est nominée pour ce film, pour son rôle dans ce film, où elle joue une femme qui ne quitte pas son lit et qui découvre des choses en entendant des conversations téléphoniques avec son téléphone et qui est totalement terrorisée. Donc, elle est absolument terrorisée dans ce film et elle est nominée pour l'Oscar. Et en fait, Barbara Stanwyck va être nominée 4 fois pour l'Oscar et elle ne va jamais l'avoir. Et elle ne va jamais l'avoir exactement pour la même raison que Cary Grant, qui était lui aussi un acteur indépendant des studios. C'est qu'à l'époque, pour avoir un Oscar, il faut que soit la MGM, soit la Paramount, soit la Columbia, enfin que l'un des grands studios pousse pour faire campagne. Et à ce moment-là, un peu comme aujourd'hui pour le Goncourt, on dit, voilà, il va y avoir 3 prix pour la Columbia, 7 pour la MGM, 4 pour la Warner, etc. Mais tous les deux, finalement, quand même, auront un Oscar. Un Oscar d'honneur. Et elle le dédie d'ailleurs à William Holden. Voilà. Mais ces 2 Oscars d'honneur résonnent un peu comme une excuse d'Hollywood de ne pas avoir donné l'Oscar ni à Cary Grant, ni à Barbara Stanwyck. C'est un peu la vague dans les années 80 de toutes ces gloires qui commencent à être récompensées. Il y a Jimmy Stewart mourir, en fait, et il faut les récompenser, effectivement. Et d'ailleurs, dans les années 90, il y a même ils faisaient un truc, ils ont fait ça plusieurs années de suite aux Oscars. Ils réunissaient sur scène tous les gens qui avaient eu des Oscars depuis 1927 pour faire une énorme photo de classe, ce qui donnait, je ne sais plus comment s'appelle l'actrice qui avait eu l'Oscar en 1927. Oui, la photo de classe, c'est génial. Assise à côté de Sean Connery, enfin, c'était vraiment, il y a un moment, ils se sont dit, oups, pardon, on va faire une photo avec tout le monde, on ne vous oublie pas. Quoi. Mais il y a eu toute cette vague, ça c'est bien, mais d'ailleurs, il y a une redécouverte des films de Barbara Stanwyck dans les années 80. Et en fait, j'aimerais parler de William Holden parce que Golden Boy, moi, ça a été ma découverte de Barbara Stanwyck, c'est-à-dire que je l'ai vue, elle m'a marqué le cœur au fer rouge. C'est pas son rôle le plus connu.
mais elle joue une dure à cuire de Brooklyn qui tombe amoureuse d'un violoniste qui doit devenir boxeur pour gagner sa vie. Ouais. C'est un très joli film, assez noir. C'est un vrai tearjerker, comme on appelait, un film tireur de larmes, Ben Mamoulian, tiré d'une pièce de Clifford Odets, qui était le grand dramaturge social de Broadway, qui s'est aventuré de temps en temps du côté d'Hollywood. Et en même temps, c'était une vraie marrante parce qu'elle était très très pote avec Jack Benny qui faisait des parodies très amusantes. Et d'ailleurs, Jack Benny, qu'il faut pour resituer très rapidement pour les auditeurs, qui était un immense comédien au sens comique et homme de radio, qui a fait un passage à la télévision tout aussi spectaculaire qu'à la radio. On le voit notamment dans To Be or Not To Be de Lou Beach. Et Jack Benny avait souvent, enfin même quasiment toujours, une vedette pour son show. Un fameux avec Barbara Stanwyck, Papier des hannetons. Quel est le film dont elle n'a pas fait la parodie ? Est-ce que c'est Gaslight, Casablanca ou Sorry Wrong Number ? C'est Autolite. C'est le nom de la parodie. Oui, Autolite, très marrant. Non, elle a aussi parodié son propre film, Sorry Wrong Number. Elle a fait une parodie qui est très amusante. Aussi, ouais. Oui, alors Gaslight, c'est hilarant. Honnêtement, le Saturday Night Live peut aller se rhabiller parce que, franchement, la parodie de Gaslight qu'elle fait, c'est vraiment très, très exceptionnel. Drôle. Et Jack Benny en Charles Boyer est très convaincant. Oui, non, tout à fait. Et c'est vrai qu'on aimerait, pour conclure cette double émission qui essaie de retracer 60 ans de carrière, dire un mot sur cette personnalité qu'on aimerait voir revenir dans les ciné-clubs et un peu au goût du jour, pourquoi pas, il est permis de rêver. Qu'est-ce qu'on a envie de dire, Antoine, sur Barbara Stanwyck pour... à part que c'est ton actrice préférée, comme tu me l'as confié. Barbara Stanwyck, c'est la traversée du XXe siècle avec des rôles toujours extraordinaires. On voit en même temps le siècle qui avance, l'époque qui change. C'est donc une actrice qui est à la fois formidable pour le cinéphile, mais c'est aussi une actrice qui est formidable pour le sociologue, parce qu'elle incarne toujours des personnages qui illustrent la transformation de l'Amérique. Donc c'est passionnant à plus d'un titre. Et moi, j'ajouterais, pour moi, Barbara Stanwyck, c'est l'Amérique. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très très vite pour une nouvelle émission consacrée à une autre bobine. Merci de nous avoir écoutés. Vous savez, comme d'habitude, si vous nous aimez bien, on est partout. On est sur YouTube, sur Spotify, sur Acast, enfin vraiment la totale. Et bien sûr, on remercie nos invités qui nous ont soutenus, raconté des trucs pendant 2 heures. C'est la première fois qu'on fait une émission aussi longue et on espère aurait pu continuer encore longtemps parce qu'on avait sous le pied. Merci Antoine Cyr, merci Claudia Colao. À très bientôt pour une nouvelle bobine. Merci. Merci.